Merci beaucoup Sophie pour cet exposé très clair aussi. Donc vous vous inquiétiez que ce soit peut-être trop politique et finalement j'ai trouvé que c'était assez didactique. Donc nous avons, alors je vais laisser la place aux questions, mais comme vous avez pu vous en rendre compte, hein, on a deux propos très différents. Une communication qui porte sur l'émergence d'un mouvement par les bases de militants qui s'organisent entre eux, hein, grassroots. Une communication qui s'intéresse au mouvement, hein, d'ailleurs au sens propre, puisque c'était donc, comme tu le disais, un de leurs modus operandi. Et puis un mouvement aussi qui s'inscrit dans une multiplicité de contestations. Hein. Tu le disais, Sophie, protester contre la Turquie, contester contre le silence, protester contre aussi le mode de la douleur et du deuil. Et puis on a donc après une communication qui porte le regard sur des discours institutionnels et qui va au contraire en fait montrer une convergence des moyens, hein, qui sont mis en œuvre par l'Azerbaïdjan pour contrôler littéralement et métaphoriquement le mouvement des Arméniens. Hein. Vous parliez du blocus et puis de l'exode contraint et puis aussi le blocus de la parole. Et dans les deux cas, les liens qu'on peut faire, c'est cette question de la performativité, hein, que j'ai trouvé en fait qui résonnait dans les deux communications. Sophie, tu nous parlais voilà, de la performativité en fait, de ces actions, hein, dans la rue. Et puis, avec ceci, on a vu aussi l'importance en fait, des termes ethnic cleansing ou genocide, et puis aussi le discours de l'Azerbaïdjan, et vous nous avez parlé même du greenwashing, hein, de cette modalité aussi d'effacer la présence arménienne avec un discours plus à la mode, sympathique, vous le disiez. Hein, et l'autre, évidemment, lien que l'on fait entre les deux, c'est cette notion d'impunité. Hein, puisque tu montres, Sophie, à quel point en fait ce mouvement, c'est une réponse en fait 2 générations après à l'impunité, hein, à ce prolongement aussi de l'inaction et à la fois l'impunité des responsables turcs et de ce prolongement dans l'inaction internationale. Et puis en creux aussi, ce que vous nous dites plutôt vers la fin, c'est cette impunité, c'est-à-dire l'impunité de l'Azerbaïdjan et les enjeux en fait aussi de cette impunité pour d'autres cadres. Vous avez parlé de Gaza. Je crois que vous parlez aussi dans votre article de la Géorgie aussi qui pourrait voilà, se saisir de ce cas-là, et Kosovo aussi. Voilà. Bon, bref, donc en fait, donc difficile un petit peu de faire dialoguer, même si on voit quand même des échos tout à fait intéressants. Alors, du coup, pour faire dialoguer ces interventions, je souhaiterais d'abord demander à Sophie de nous peut-être parler des impacts en fait, de ces mobilisations, parce que tu as commencé ton propos en disant que finalement c'était un mouvement extrêmement marginal, et que tu aussi que tu as interviewé seul une trentaine de personnes. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de l'impact en fait de ces mouvements-là, enfin de ce mouvement-là que tu as observé, l'impact, alors je ne sais pas, peut-être dans l'opinion française, est-ce que ça a eu un impact dans l'opinion française, l'impact aussi dans la mémoire des Arméniens, ça serait aussi intéressant. Est-ce qu'il y a eu une récupération ou non de ces mouvements? Est-ce qu'il y a des héritiers aujourd'hui de ces mouvements? Que sont ces militants devenus? Bon, alors je pose beaucoup de questions, après tu choisiras celle que tu préfères. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que toi, tu as beaucoup parlé comment, en fait, ce mouvement, il s'inscrivait aussi dans d'autres luttes, comment ces activistes-là, ils s'intégraient aussi dans d'autres luttes. Est-ce que ce mouvement-là, il a su drainer aussi
luttes, d'autres cercles qui se sont joints aux Arméniens, parce qu'en fait, la manière dont tu présentais, on avait l'impression que c'était que les Arméniens, hein, finalement, qui se mobilisaient sur cette question-là. Est-ce qu'ils ont réussi à créer une sorte de convergence des luttes? Et puis, après, bon, ça c'est une question aussi méthodologique, c'est mon obsession, c'est sur tes entretiens-là. Est-ce que ça a été difficile de recueillir la parole de ces témoins? Est-ce que tu as eu des difficultés particulières? Est-ce qu'il y a eu des refus? Est-ce qu'il y a eu des divergences aussi dans la restitution de cette expérience? Et puis, donc, c'est aussi l'autre question que moi j'avais à vous soumettre, dans cette idée d'impact, et puis aussi pour raisonner avec Sophie qui travaille sur donc, les mouvements grassroots. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur les dialogues qu'il y a aussi avec la société civile? Par exemple, là, vous nous avez parlé vraiment des relais, enfin, du discours d'État. Comment est-ce que ça aussi, ça peut dialoguer avec la société civile azérie, au fil? Comment est-ce que c'est reçu? Est-ce qu'il y a... est-ce que ça... Bon, bref, je vous laisse en parler. Et puis aussi la société civile arménienne, parce que là, on a eu l'impression qu'il y a eu... Enfin, on n'a pas du tout eu l'écho de la réaction, de la réception aussi côté arménien. Donc, est-ce que vous pourriez aussi nous parler un petit peu de ça? Côté grassroots, hein, plus, voilà. Alors, je vais essayer de répondre à toutes les questions. Ou tu résumes ou tu en choisis. Je vais résumer, en étant brève. Alors, Libération arménienne, c'est au départ un mouvement marginal. Donc, il y a une représentante qui est dans la salle aujourd'hui. Pardon. Un mouvement donc marginal, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très nombreux, tout simplement. Au début des années 70, ça commence au début des années 70, ils sont peut-être une petite dizaine. Et puis, dans la deuxième moitié des années 70, là, ils sont plus nombreux. Et le journal Aïbaïkar acte de ce nombre. Donc, le journal est écrit en 1977. Donc, voilà. Au moment où ils pratiquent ces manifestations, effectivement, ils ne sont pas très nombreux. Ils sont quelques dizaines. Il y en a aussi à Paris et à Marseille. C'est au début des années 80 que là, le groupe prend de l'ampleur. Donc oui, le groupe prend de l'ampleur, il change de nom, il devient le MNA, Mouvement National Arménien, qui donc trouve des échos donc dans les médias, notamment un des responsables, donc Arat Oranian, il passe régulièrement aux informations. On trouve à l'INA des extraits de ses interviews. Donc voilà, le mouvement grossit, et ça c'est le premier point. Deuxième point, il a des alliances, il y a des Français qui sont intéressés, enfin qui participent à ces luttes, notamment des militants français au début plutôt d'extrême gauche, donc dans les années 70. Donc là, j'ai trouvé des traces dans les archives et puis dans les entretiens. Il y a ensuite d'autres militants dans la première moitié des années 80 qui sont aussi présents, qui sont plus à droite. Alors c'est compliqué parce que la notion de droite et de gauche chez les Arméniens n'a rien à voir avec la notion française. Voilà, donc ça, moi, j'ai pas le temps de développer là maintenant, mais c'est un peu plus hétéroclite et il prend plus l'ampleur. Et il s'allie notamment avec les mouvements régionalistes, et il y a des régionalistes basques, corses, qui s'intéressent aussi aux mouvements, qui sont présents des fois à leurs meetings. Donc là, j'ai pas eu le temps d'évoquer ça, mais dans ma thèse, j'évoque cet aspect-là. Deuxième point maintenant, pour l'impact auprès de l'opinion française, ces manifestations, on ne trouve pas de traces dans la presse nationale française, ni dans les rapports de police. Par contre, d'autres actions qui ont été accomplies par ces mêmes militants, que ce soit donc, par exemple une grève de la faim, alors elle est un peu plus tardive, elle a lieu à Lyon en 1982, des occupations de locaux. Alors, occupations de locaux, il y en avait même auparavant, ce n'était pas Libération arménienne, c'était l'UEAE, Union des étudiants arméniens d'Europe, en 1972, contre à l'occasion de la venue d'un ministre turc, donc Erim, et là les médias en parlent. Donc ils en parlent et et la police aussi parle et connaît assez bien d'ailleurs. Alors des fois elle se trompe, elle dit que tel militant est dans tel groupe Tachnak, alors qu'en réalité il est dans Libération arménienne et vice versa. Mais on voit bien que dans les archives, au milieu des années 70, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Et puis après, ça grossit énormément. Et le détail des manifestations du 24 avril est de plus en plus épais et dense. Donc ça éveille l'intérêt des autorités françaises. Et
ces actions éveillent aussi l'intérêt de la presse, puisque par exemple la grève de la faim qui a lieu donc à Dessine, ou les occupations de locaux, il y a deux occupations de locaux du mouvement Libération arménienne en 1981, un de la Swiss Air, de l'autre de la Turkish Airlines, qui sont rapportés par la presse, le journal Libération, Le Monde, donc pas cette action-là en particulier, c'est pour ça que j'ai dit qu'elle était marginale, mais d'autres actions pratiquées par le mouvement après, oui. Autre point, par rapport aux entretiens, alors en fait j'ai réalisé 100 entretiens. Pourquoi? Parce qu'en fait, en histoire, quand on s'intéresse à un mouvement politique, on dit qu'il faut à peu près, c'est à partir de 30-35 qu'on commence à avoir des réponses qui reviennent en série. Des entretiens qui durent entre 2h30 en moyenne, mais qui vont en gros de 1h30 à 7h. Et comme il y a deux mouvements qui ont occupé la rue pendant la période qui m'intéresse, à savoir les Tachnak et Libération arménienne devenue le MNA, j'en avais donc en gros 70. Et puis il y a une trentaine d'autres militants qui ont été interrogés, qui n'étaient ni dans l'un ni dans l'autre, mais qui ont quand même aussi participé à ces manifestations. Sachant que moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était la rue occupée. Bien sûr, je suis obligée de m'intéresser au mouvement, mais ce n'est pas eux qui sont centraux, parce que ça ne m'intéressait pas de faire l'histoire d'une organisation. D'autres l'ont fait avant moi. Voilà, par exemple, Gaïs Mination, il a écrit 2000 pages sur les Tachnak, donc j'allais pas... Voilà. Et puis, comme Libération arménienne est un mouvement donc, qui prend de l'ampleur, mais qui est aussi très lié aux autres. C'est-à-dire que dans les manifestations des uns des autres, ils viennent, ils ne sont pas si rivaux que ça. Ils distribuent Libération arménienne, distribuent des tracts à une manifestation Tachnak. Des manifestants Tachnak peuvent venir aux manifestations de Libération arménienne. Alors des fois, il y a des tensions, ils se décrochent leurs affiches, etc., bien sûr. Hein. Mais il y a aussi, on va dire, voilà, cette entente. Et donc j'ai fait ce chiffre, j'ai choisi ce chiffre de 35, parce que c'est à partir de 35 pour les deux que je pouvais avoir voilà, une vision d'ensemble. Alors des refus, j'en ai eu quelques-uns, mais très peu. Sur les 110 auxquels j'avais demandé d'être interrogés, il y en a quelques-uns qui ont des fois pas du tout répondu aux mails ou qui ont dit oui plus tard et puis en fait qui n'ont pas répondu. Et puis j'ai été très respectueuse de leur mémoire parce que certains ont voulu que ce soit anonyme, donc une quinzaine à peu près, donc je mets des lettres inventées. Et puis d'autres, donc l'immense majorité a bien voulu donc que je mette leur nom et donc j'avais demandé leur autorisation. Et donc dans ces cas-là, voilà, ils sont nommés. Est-ce que j'aurais pu oublier quelque chose d'autre? Non, sur la mémoire, oui, juste peut-être. En fait, je pense que ces actions militantes ont eu un impact énorme. Elles ont préparé la lutte diplomatique, le lobbying aussi des années 80. Alors ça, je le montre plus pour Lyon, parce que Lyon, c'est un peu particulier. Je n'ai pas le temps de développer ici. Mais peut-être qu'effectivement, quelques regrets des militants de Libération arménienne devenus le MNA, c'est qu'ils avaient l'impression que ça s'était un peu arrêté après eux. Ils ressemblent, ils ont des caractéristiques communes avec les militants de 68, 10 ans plus tôt. C'est que souvent, ils ont fait des études, ils sont enseignants, il y a des dessinateurs, ils ont écrit après dans la presse. Donc il y a des parcours assez communs, mais ils étaient un peu, avec les événements de 1988, le mouvement s'arrête en 1988, le MNA, et se transforme vers autre chose, hein, donc vers l'Arménie qui est en train de devenir indépendante. Donc eux, ils ont continué, hein, ils continuent toute leur vie. Mais ils disaient qu'effectivement, ils n'avaient peut-être pas laissé de mémoire de cette lutte, aux plus jeunes, mais c'est aussi parce que la lutte arménienne se déplace vers d'autres fronts. Donc c'est un peu différent des 68 arts français, mais on pourrait comparer, parce qu'en fait, les 68 arts français, eux aussi, alors le mot 68 arts ne me plaît pas trop, hein, donc je mets vraiment une pincette quand j'utilise ce terme. Dans les années 68, les militants ensuite voient soit leur lutte institutionnalisée, reconnue par l'État français, mais finalement la France, c'est ce qui se passe, puisque dans les années 80, il y a le lobbying, il y a la lutte auprès de, toutes les démarches auprès de l'ONU, etc. Puis ça se transforme 20 ans plus tard en reconnaissance, et ça. Et souvent, d'ailleurs, c'est les mêmes qui ont évolué avec, pour plusieurs raisons. Mais c'est aussi la période qui veut ça, c'est-à-dire qu'en fait, les luttes se transforment. On est dans des luttes beaucoup plus internationalistes, émancipatrices au début des années 70. Au milieu des années 80, on est dans des luttes plus mémorielles. Et donc, en fait, la lutte continue, mais autrement. Voilà, je dirais ça comme ça. Merci, Sophie. Je vais essayer de répondre en mauvais français. Désolée. Ou en arménien pour faire plaisir. Oui. Oui, en arménien, c'est facile. Je vais essayer en français. Pour non-arménienne,
la première question était sur la société civile azerbaïdjanaise. Oui. D'accord. Comme nous savons, Azerbaïdjan est très très loin d'être démocratie. En fait, c'est un pays extrêmement autocratique et même, je pense que totalitarien. Et en fait, il y avait deux types de militants ou experts en Azerbaïdjan. La première groupe qui est trop large et qui est la majorité, la plupart sont liés avec l'État et ils sont les propagandistes pour l'État. Et comme nous utilisons le mot en anglais, hardcore propagandists, j'ai rencontré quelques experts comme ça pendant les ateliers en Europe et il y avait les événements de peace building en Géorgie organisés par les organisations internationales et dans leur cas, il parlait même plus radical que le président Aliyev. Et c'était un peu, c'était utile en sens de comprendre leur logique et leur planification, mais ce n'était pas utile pour dialogue ou pour établir, pour peace building. Et après, il y avait un très petit groupe d'experts scolaires et militants authentiques qui étaient vraiment pro-pays, pro-paix et malheureusement, maintenant, ils sont emprisonnés, comme par exemple Bahruz Samadov, qui était doctorante à Prague et il était emprisonné en août d'année dernière. Et il y a plusieurs journalistes qui sont emprisonnés, pas nécessairement pour les questions arméniennes, mais Bahruz Samadov était vraiment officiellement emprisonné pour le treason, qui est avec les liens avec les Arméniens, y compris moi. Je suis indiquée dans le film documentaire par la télévision étatique d'Azerbaïdjan. Maintenant, en fait, les organisations internationales ont presque arrêté d'organiser ce type d'événements, peace building, parce que c'est dangereux pour les experts d'Azerbaïdjan, sauf les représentants de machines de propagande. Maintenant, la question deuxième est beaucoup plus compliquée parce qu'en fait, il y a une très large communauté, peut-être d'accord, c'est un petit pays, pas trop large, mais il y a une communauté des experts, et je suis la partie de cette communauté, et communauté et société civile en Arménie, et ce n'est pas homogène. Parce que l'Arménie est beaucoup plus démocratique, ce n'est pas une démocratie parfaite, pas du tout. Il y a beaucoup de problèmes, mais c'est en fait maintenant entre les États post-soviétiques, sauf les Baltiques, Arménie et Moldavie, ils sont les plus démocratiques. Après les événements récents en Géorgie avait régresse, et Arménie et Moldavie sont les premières. Et il y a les groupes très très différents et divers en Arménie, et ils sont très actifs. Il y a beaucoup de discours publics et par télévision. Il y a plusieurs événements. Facebook, c'est un instrument de communication extrêmement important en Arménie et c'est utilisé par tout le monde en Arménie pour leur perspective, pour s'exprimer.
Et il y a quelques dialogues entre les autorités arméniennes et entre un groupe des experts, mais pas tout le monde, parce que pour ça, la confiance est importante, parce qu'une partie de société civile et communauté des experts en Arménie, ils sont utilisés par l'opposition conservative et il y a un avis qu'ils sont liés avec la Russie et instrumentalisés par la Russie pour la guerre hybride. En fait, c'est une situation extrêmement compliquée, parfois très très toxique et très polarisée, et c'est pas très bon, mais c'est la situation, et c'est à cause de beaucoup plus haut niveau de démocratie, plus guerre hybride par la Russie. Je crois qu'on a des questions. Claire, tu voulais le micro? Merci. Ah oui, j'ai oublié que la raison principale de cette polarisation est exactement la question d'Artsakh, Haut-Karabakh, parce que les autorités ont décidé d'abandonner la cause, oui. Ils ont refusé poursuivre la cause de retour des Arméniens parce que c'est un très large sujet, et une partie de la société civile et de la communauté experte pense que c'est parce que c'est entièrement irréaliste, oui. C'est pas réaliste, pas du tout, parce que j'ai identifié dans mes articles que pour le retour, ces conditions sont nécessaires, certains degrés d'autonomie, autogouvernance, présence internationale avec les garanties de sécurité et les droits, pas seulement sociaux, culturels, qui sont violés aussi, mais civils et politiques, et les mécanismes de la justice transitionnelle. Et très franchement, il n'y a aucune possibilité qu'Azerbaïdjan va être d'accord, parce que dans l'environnement géopolitique et situation globale, maintenant, c'est entièrement irréaliste, et une partie de la société pense que les autorités ont raison et ils sont réalistes et pragmatiques, et leur objectif maintenant est sauver l'Arménie des attaques futures par l'Azerbaïdjan. Et l'autre partie pense qu'il n'y a pas, l'Arménie n'est pas sécure et n'est pas viable sans Artsakh, et il insiste que les autorités ne peuvent pas poursuivre, et ils sont mécontents à cause de la position des autorités. C'est la situation. Oui, merci beaucoup pour micro. Bon, oui. Merci beaucoup pour ces deux exposés. Moi, je voudrais peut-être à la fois faire aussi un pont avec les exposés précédents et les vôtres, et puis poser une ou deux questions. Alors, je trouve qu'à chaque fois, on retrouve peut-être au centre la question de 1915. Il y a eu l'impact de 1915 aussi sur le mouvement du Karabakh. Moi, je me souviens des banderoles au moment de Sumgait, où il y avait 1915, 1937, 1988. C'est-à-dire qu'il y avait aussi le pont avec le stalinisme, la terreur stalinienne. C'était des banderoles qui étaient dans les manifestations de 88-89. Et puis de l'attitude aussi, comme vous évoquiez là tout de suite, pragmatisme, enfin réalisme versus
rêve d'indépendance ou d'émancipation, enfin rêve entre guillemets, volonté qu'on retrouve aussi dans le clivage entre les pro-soviétiques et les anti-soviétiques, parce que d'une certaine façon, les pro-soviétiques, c'était l'indépendance finalement, c'était irréalisable, vous l'avez bien vu, c'était une catastrophe et il faut se rallier à ça, et le maître mot, c'était mieux vaut les Russes que les Turcs, et ainsi de suite. Donc on retrouve ça. Juste aussi pour justement l'impact de la résurrection, enfin du revival de la question du génocide, qui d'ailleurs suit aussi, alors cette fois-ci la politique quelque part à nouveau mondiale et soviétique, c'est-à-dire le dégel, le regain de dissidence, la transformation du monde aussi après, l'ouverture du monde, la décolonisation, donc l'impact aussi de tout ça sur ces mouvements. Et je voulais demander, alors comment dire, dans les différences ethnic cleansing, génocide, il y a aussi, je ne sais pas si vous vous retrouvez, alors pour revenir à une question que vous posiez, Georges Bensoussan, qui est un spécialiste de la Shoah, dit souvent, enfin la différence entre l'un et l'autre, c'est que dans nettoyage ethnique, ethnic cleansing, l'idée c'est je ne veux pas de toi sur ma terre. Et dans le génocide, c'est je ne veux pas de toi sur la terre. Donc il y a cette dimension-là. Donc est-ce que vous pensez que ça peut s'appliquer ou pas? Ceci dit, moi je pense qu'il y a au moins, au minimum, un processus génocidaire. Et je retrouve aussi dans l'attitude de l'Azerbaïdjan des remakes de ce qui s'est passé en 1915, dans les méthodes, les déportations, etc. Alors cette fois-ci avec effectivement la sensibilité à l'image, donc moins de sang à par an. Et donc aussi dans les attitudes des pays, la question de l'image que vous n'avez pas évoquée, enfin, c'est-à-dire les images aussi, pas simplement les discours, les réseaux, etc., mais comment ça a été utilisé ou non utilisé. Et puis, comment dire, vous avez évoqué effectivement le Kosovo, et je me souviens qu'à une époque, quand il y avait les négociations, on voulait résoudre sur le même modèle que le Kosovo. Il y a eu plein de modèles qui ont été suggérés pour trouver une solution, puis à un moment donné, ça a été oublié. Alors, est-ce que c'est parce que les situations n'étaient pas similaires, ce que je ne crois pas, ou c'est simplement la hiérarchie des priorités, et donc tout simplement la réelle politique qui intervient dans un cas ou dans un autre, et qui fait, qui fait changer les positionnements, les différents usages des termes sur lesquels la diplomatie azerbaïdjanaise, très bien conseillée par la diplomatie turque, c'est formidablement fonctionné. Il y a un autre exemple que vous n'avez pas évoqué, c'est Chypre, et qui a aussi donné, ça aujourd'hui, depuis 74, 50 ans de l'occupation de Chypre, qui en plus est un pays européen, de l'Union européenne, qui est complètement passé sous silence. Et donc, c'est pas forcément des questions, c'est des réflexions, mais je veux dire, dans le cadre du Haut-Karabakh, il y a le 1915, et ça, totalement connu dès l'époque, totalement avéré, pas du tout ignoré, médiatisé, mais le maître mot qui reste à un moment donné, ne pas faire de peine à la puissance victorieuse, ne pas faire de peine à la Turquie, tous les rôles que vous connaissez, je ne vais pas redonner ça. Mais je pense que dans les ponts, en fait, dans tous ces exposés, malgré tout, reste l'impact du génocide à tous les niveaux. Je veux dire, dans l'utilisation par les Arméniens du terme de génocide, mais ils l'ont utilisé très tôt, donc pas simplement. Et alors, après, il y a aussi, je veux dire, dans le rôle du dégel, etc. Toute la dissidence arménienne est axée autour de cette question et du souvenir de 15. C'est les deux, c'est en permanence noué. Et alors, une question juste aussi à Sophie. Donc, comment évoluent justement les manifestations de l'engagement pour la reconnaissance vers la défense du Karabakh, qui s'est faite à un moment donné. Mais je me souviens très bien qu'à l'époque, c'était à nouveau de comparer à la Turquie et de mettre de côté la politique russe. Alors là, est-ce qu'on peut prendre une autre question ou d'autres remarques, et comme ça, après, on gère mieux le temps. Astrid. Moi, je me demandais si on retrouvait dans la décennie suivante ces militants en France dans la lutte contre le racisme ou la défense du droit des immigrés, ou est-ce que leur intérêt pour le Chili, le Vietnam, c'est vraiment propre aux années 70, ou est-ce que c'est suivi ensuite? Parce que sinon, pour ce qui concerne leurs copains maoïstes et gauchistes, ils continuent le combat après. Est-ce que les Arméniens s'arrêtent?
Est-ce qu'il y a d'autres... J'ai entendu à un moment donné, vous parliez du traité de paix. Vous disiez 17 points. En général, c'est 16. Du coup, je me demandais si vous aviez connaissance du contenu des points du traité de paix. Appui. Il faut appuyer une fois seulement. Okay. Ես վերջապես հարցը հայերենով կտամ, բոլորս սպասում էինք Սոսի Տատիկյանի համար։ Ուզում եմ իմանալ հայերեն լեզվով այդ բառերը ինչպես են օգտագործվում։ Նաև նշեցիք, որ վերջերս այժմյան կառավարությունը այլևս չի օգտագործում ethnic cleansing, հայերեն չգիտեմ համարժեքը ինչպես է։ Ուղղակի ուզում եմ իմանալ ինչ բառեր են օգտագործում արդեն հայերեն լեզվով, եթե իհարկե այդպես ինչ որ փաստաթղթեր կան, հավանաբար անգլերեն լեզվով է գնում խոսակցությունները, բայց ինչպես են օգտագործում, նաև նշեցիք վերջում, որ հասարակության մեջ արդեն երկատված է, հա, մի մասը մեկի կողմնակից է, մյուսը ուրիշի, այստեղ էլ մի արտահայտություն կա հաճախ, որ օգտագործում են արդեն հայերի դեմ, ոչ թե ադրբեջանցիների, ազգի դավաճան, այսպես ասած բառը, ինչպես կարող ենք նաև հայերեն արտահայտությունների բառերի այդ խնդիրը ինչպես եք տեսնում լուծում կա արդյոք թե ոչ։ Bon. Est-ce que vous autorisez une réponse de nos intervenantes ou vous avez trop faim? Donc moi j'avais deux questions. Pour répondre à votre question, Claire, donc il y a une évolution. C'est de l'évolution sur 15 ans, donc début des années 70, milieu des années 80. C'est vraiment une dimension au départ qui est dans la nébuleuse UEAE, Union des étudiants arméniens d'Europe, anti-impérialiste, tiers-mondiste, internationaliste, qui se transforme dans la deuxième moitié des années 70, qui est encore focalisée sur les terres, mais qui commence déjà à s'intéresser à d'autres mouvements, donc j'ai dit régionalistes, puisque les Arméniens aussi vont aux manifestations, aux meetings, par exemple, des Corses, par exemple. Et dans la première moitié des années 80, le racisme, oui, la lutte antiraciste, oui. Il mentionne, alors, du côté de Libération arménienne, des participations à un festival de lutte contre donc, le racisme et des immigrés à Lyon, par exemple à la fin des années 70. Le journal Aybaykar, il y a un immigré sans papier protégé de Sartre qui les aide à faire leur journal, et eux participent aussi à un journal, le journal Sans Frontières, qui est antiraciste à la fin des années 70. Donc il y a cette convergence qui s'établit, mais qui ne dure pas très longtemps. En gros, qui s'arrête au début des années 80, qui peut s'expliquer pour plein de raisons. Le fait qu'il y a les prisonniers qu'il faut soutenir, les procès, donc le procès Vannes, par exemple, en janvier 1984, et puis qu'une fois que la lutte armée s'arrête, en fait, 3 ans après, il y a tout ce qui se passe en Arménie. Et donc, toute leur énergie est prise. Voilà, la lutte continue, mais autrement, et c'est vrai qu'ils se mobilisent pour ce qui se passe en Arménie. Alors, je me suis arrêtée en 1985, donc j'ai pas vu dans le détail, les manifestations qu'il y a après. Ce qu'il y a, c'est que ce qui est très clair, c'est qu'elles sont de plus en plus codifiées, formalisées. C'est-à-dire que les manifestations du 24 avril, au milieu des années 80, ils sont plusieurs milliers, que ce soit à Paris ou à Lyon. Ils ont donc leurs slogans, leurs banderoles, les hommes politiques, notamment à Lyon, qui sont présents, pour d'autres raisons que ce qui se passe à Paris. Et donc, il y a une institutionnalisation, en gros, de la manifestation. On retrouve ces mobilisations pour le Karabakh en 1988, mais c'est ailleurs. Ils vont sur le parvis, par exemple, de Notre-Dame. Il y a aussi des sit-ins. Donc, il y a effectivement une transposition des luttes apprises sur des lieux parfois identiques, parce qu'ils manifestent aussi contre contre la question des prisonniers en Arménie soviétique, et ils vont à ce moment-là à l'ambassade d'Arménie, et donc on retrouve ces lieux et cet apprentissage manifestant qui est transposé pour une autre lutte, et les militants sont des fois les mêmes. Mais je ne pourrais pas en dire plus parce que je me suis arrêtée au milieu des années 80. Réponse en arménien ou pas? Non, mais je n'ose plus rien dire là.
Այս անգամ փորձենք հայերեն։ Շնորհակալություն Տիկին Մուրադյանի շատ կարևոր մեկնաբանությունների համար։ Այո, այդ զուգահեռները, բազմաթիվ զուգահեռներ կարելի է անցկացնել այդ հետ սովետական, կոլոնիալիստական տարբեր դիսկուրսների միջև։ Ես ինքս իմ ընտանիքի գրեթե բոլոր անդամները դեռ 88 թվից առաջ, քանի որ ես պատմաբանների, ազգագրագետների ու արվեստաբանների ընտանիքից եմ, իրենք գրեթե բոլորը տիրապետել են պատմությանը եւ ընտանիքից մի քանի անդամը նաեւ մասնակցել է Ղարաբաղյան շարժմանը, անգամ ես եմ մասնակցել դպրոցական լինելիս եւ իմ գիտակցական կյանքը այդ շարժման մեջ է ձևավորվել։ Սակայն հիմա ժամանակները շատ են փոխվել եւ մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում գլոբալ առումով եւ անգամ այսպես կարելի ասել, որ էքսպանսիոնիզմը վերջին մի քանի ամսում անգամ վերջին 2 տարում անգամ տարածքային ամբողջականության սկզբունքը փաստորեն արդեն դադարեց այդպես խիստ լինել եւ էքսպանսիոնիզմը ուժի ճանապարհով բացահայտ օրինականացվում է։ Ես անցյալ շաբաթ Կիպրոսում էի ակադեմիական կոնֆերանսի սահմանների կոնտեստացիայի վերաբերյալ, իմ համար շատ ծանր էր, որտեղ իմ տատիկը մուսալերցի, իմ տատիկի հայրը մուսալերցի է եղել, մուսալերից ֆրանսիական նավով տեղափոխվել է Կիպրոս, ամուսնացել է հույնի հետ եւ տատիկս 4 քույր է ունեցել, մեկը Մելքոնյան վարժանի տնօրեն եւ տատիկիս ծնողները 74 թվականին սպանվել են Կիպրոսում ծեր տարիքում եւ իմ համար ինձ միակ մարտն է այդ կոնֆերանսի ինձ չթողեցին էքսկուրսիա անցնեմ չեքփոյնթը եւ թուրքական մաս իսկ մեր ամբողջ ունեցվածքը այդտեղ է կորել Ֆամագուստա տատիկս այդտեղ է ծնվել ու ես միակ մարտն էի 100 մասնակցից որին թույլ չտվեցին տեսնել այդ տարածքը եւ ես իմ հոդվածներում զուգահեռներ եմ տարել այս ինչ տեղի ունեցավ Արցախում, ինչ ձևով կանդրադառնա այլ հակամարտությունների, կոնֆլիկտների համար, հատկապես Կիպրոսի Ադրբեջանը գործընթաց է սկսել հյուսիսային Կիպրոսի ճանաչման, լրիվ երկակի ստանդարտներ կիրառելով եւ դա շատ մտահոգում է Կիպրոսում անգամ միջազգային հանրությանը Կոսովոն Սերբիայի նախագահ Վուչիչը հայտարարում էր, որ Ալիևը իմ ռոլ մոդելն է եւ ես կարող եմ նույնը անել, իհարկե չի կարող, քանի որ այնտեղ կա միջազգային խաղապահ առաքելություն եւ ՆԱՏՕ եւ նաեւ Վրաստանի կոնֆլիկտները եւ նաեւ Իսրայելը Ադրբեջանի օրինակով եւ իրենք ռազմավարական դաշնակիցներ են հումանիտար օգնությունը փաստորեն խոչընդոտում է Գազայում եւ այդ բռնի տեղահանման կոնցեպտն է զարգացնում։ Վերջինը էթնիկ զտում են ասում, ես էթնիկ բնաջնջում եմ ասում, բայց բոլոր մյուսները էթնիկ զտում էին ասում, ինչ որ դուր չի գալիս անկեղծ ասած էթնիկ զտումը որպես թարգմանություն, բայց հայերեն այդ տերմինները դժվար է թարգմանել, օրինակ Տիկին Մուրադյանը Կոսովոյի օրինակը որ բերեց, այդտեղ remedial secession-ն է եղել, այն սկզբունքը, որով Կոսովոն այդ earned sovereignty այդ կոնցեպտի համաձայն ճանաչվել է աշխարհի պետությունների մեծ մասի կողմից, այդ տերմինը մենք փորձում էինք թարգմանել հայերեն, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նախագահ թարգմանել է անջատում հանուն փրկության, որը ըստիս այնքան էլ հաջող թարգմանություն չի, ես գոյապահպանման ինչ որ իրավունք այդպես էի փորձում թարգմանել, իրականում որոշ տերմիններ այնքան էլ հեշտ չէ հայերեն թարգմանել։ Իսկ ինչ վերաբերում է հասարակության բևեռայնացմանը, դա ես դրան շատ ցավով եմ վերաբերվում եւ այդ հարցը բարձրացրել եմ եւ հույս ունեմ, որ ինչ որ ձևով կմեղմանա, սակայն անկեղծ ասած, քանի որ մենք ունենք մյուս տարի ընտրություններ
եւ Ռուսաստանը հիբրիդային պատերազմ է տանում օգտագործելով Հայաստանի այդ ավելի պահպանողական շրջանակները կապված դաշնակցության կուսակցության հետ եւ մյուսների որպիսի եւ Արցախի հարցը հիմնական միջոցն է, որով դա կատարվում է, դժվար է ակնկալել, որ մինչև ընտրությունները այդ բևեռայնացումը կհաղթահարվի։ Là, tout le monde me fait signe. Merci à Il tout faut le monde. arrêter. Il faut qu'on arrête. Oui. Peut-être que vous pouvez en discuter pendant la pause déjeuner. Traité de paix. Oui, mais c'était la question la plus importante. En fait, oui, j'ai vu la traité, je n'ai pas la texte, mais j'ai vu parce que j'ai un des experts qui était invité par les autorités en avril et nous avons vu sur l'écran PowerPoint. Et je connais les articles et j'ai écrit plusieurs articles sur la problématique d'abstractionnisme de l'Azerbaïdjan pour poser les préconditions et les demandes. Et je peux partager, mais ils sont en anglais malheureusement. Bon, merci beaucoup pour cette matinée. Donc maintenant, on vous invite à profiter d'un petit repas, voilà. Et puis vous pouvez échanger entre vous à ce moment.